Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, du nouveau dans la protection des mineurs avec un renforcement des conditions d'accès aux sites pornographiques. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Thomas Romer. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire aujourd'hui, celui de la mort de Malcolm X. On le croise dans les programmes d'histoire et dans ceux d'anglais. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Et une très jolie initiative aujourd'hui, initiative de lutte contre la pollution plastique. Ça va se passer dans une école de Cognac en Charente. Rendez-vous enfin avec les années collège et Amélie Paris, notre chroniqueuse et professeure documentaliste. Elle se passionne pour les mangas, elle n'a pas le choix, il faut dire. C'est le genre que plébiscitent ses élèves. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé du numérique, l'a annoncé mardi 14 février. Un système de vérification de l'âge des internautes sera mis en place fin mars. Objectif, bloquer l'accès aux sites pornographiques pour les mineurs. Il y a urgence, plus de 2 millions de mineurs consulteraient chaque mois des sites pornographiques. Et ces mineurs, ils sont, on va le voir, toujours plus jeunes. Alors est-ce que cette solution nécessaire sera-t-elle pour autant suffisante? Comment protéger les enfants sur Internet? On en parle aujourd'hui avec Thomas Romer. Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et fondateur de l'Open, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. On va commencer par tracer un petit peu le portrait pour dire que si on s'intéresse à cette question d'accès au site porno, c'est pas une posture morale de perdre la pudeur ou je ne sais quoi, c'est parce qu'il y a un problème absolument majeur et qui a des conséquences graves. Alors, premièrement, sur l'âge des enfants, ils accèdent en moyenne très tôt, c'est 11 ans maintenant, c'est ça? On a longtemps cru que c'était 15-16, mais oui, dès 11 ans. Les études montrent qu'en effet, malheureusement, on assiste à un rajeunissement de l'âge, et ça fait déjà de nombreuses années qu'on l'observe. Et donc, en effet, c'est pas un combat que nous menons pour être, comme vous dites, des pères la pudeur, c'est juste tout simplement pour dire à un moment qu'il est peut-être temps de faire en sorte que les lois qui sont en vigueur dans notre pays soient respectées par les plateformes, et puis aussi peut-être remettre un peu de cohérence éducative. En parlant d'éducation et en restant juste une seconde, si vous voulez bien, sur l'âge, avant on appelait votre assos pour des interventions en collège et en lycée, vous dites que maintenant on vous appelle dès l'école primaire. Oui, aujourd'hui c'est les changements qu'on observe, c'est que depuis quelques années on nous demande maintenant d'intervenir de plus en plus tôt parce qu'on voit bien que ce rajeunissement de l'exposition au porno gagne désormais les écoles primaires et donc l'enjeu c'est peut-être d'aller en discuter à la fois avec les enfants mais aussi avec les parents lors des interventions qu'on fait en milieu scolaire. Être confronté au porno quand on est jeune, quand on est enfant, ça peut avoir des conséquences absolument terribles. Il y en a plein. Est-ce on va pas toutes les citer, mais on va en citer quelques-unes quand même. Déjà, il y a un effet traumatique de l'image elle-même. Il y a un effet traumatique de l'image elle-même qui s'explique aussi de par le comportement naturel des jeunes enfants qui font que souvent, lorsqu'ils tombent sur ce type de contenu et qu'ils n'y sont pas préparés, il y a une espèce de repli sur soi qui fait qu'ils ont l'impression d'avoir fait une bêtise et donc les images sont tellement choquantes, ils n'arrivent pas à mettre de mots dessus que ce repli sur soi souvent génère ce traumatisme puisque les images ne sont jamais déconstruites. C'est un choc. C'est un choc assez violent. Certains psys évoquent un viol psychique. Viol psychique, oui, c'est ça. Les termes, vous les reprenez sur votre site internet, sont très violents quand même. Oui, parce qu'aujourd'hui, en plus, on ne parle plus de la même pornographie que dans les années 70 ou 80. Aujourd'hui, le type de pornographie à laquelle on a accès sur Internet, c'est une pornographie qui est extrêmement violente, ou très stéréotypée, avec des scènes qui sont très coupées par rapport aux pratiques sexuelles, et qui fonctionne un peu avec le fonctionnement des algorithmes qu'on retrouve sur les plateformes où tout s'enchaîne pendant des heures. Et donc, évidemment, un jeune enfant qui n'est pas préparé et qui tombe dessus peut être assez traumatisé. C'est malheureusement ce qu'on observe de plus en plus. C'est ça, oui, parce que le film X à la papa, il y avait sur 1h30, il y allait y avoir trois séances successives qui correspondaient d'ailleurs à 3 figures assez balisées à l'avance. Oui, puis si vous voulez, ne serait-ce que de manière symbolique, il y avait au moins un minima une symbolique de la rencontre. C'est ça. Là, on va directement sur la pratique sexuelle qui est sur une durée très très courte de 4-5 minutes avec des vidéos qui s'enchaînent un peu comme sur YouTube. Et ça va à toute vitesse. Et ça va à toute vitesse. Mais c'est vrai que je me souviens d'actrices, même si Ovidie ne le disait pas à l'époque, mais non, c'était pas elle d'ailleurs, mais il y a des actrices de X qui disaient mais ce qu'elles appelaient les scènes de comédie, ça les ennuyait. Mais malgré tout, c'était des scènes qui amenaient effectivement des situations. Oui, et puis il y avait quand même alors les scénarios étaient complètement ridicules, mais ils le sont toujours. Mais pour autant, c'était pas du tout le même fonctionnement. Aujourd'hui, en plus. Donc on a du sexe plus violent. Sexe plus violent qui est au cœur d'un modèle économique. C'est ça. Parce que avec des algorithmes derrière qui sont là pour que je continue à consommer. Le fait que ces sites d'eux-mêmes, en fait, dès 2006, aient décidé de devenir gratuits, plus exactement non payants, fait qu'ils sont obligés d'être dans une surenchère du clic.
Et cette surenchère du clic a trouvé comme moyen marketing la violence. La violence, une image de la femme véhiculée qui est juste Délétère. dégueulasse, oui, c'est ça, Voilà. délétère, pardon, excusez-moi, je me suis un peu lâché. Non, mais... Il y a des conduites à risque. Conduite à risque au niveau des pratiques. Ouais. Oui, bah évidemment. Et puis des conduites à risque, au-delà de ça, une symbolique des relations sexuelles qui est quand même proche de la bestialité par moment. C'est Ovidie elle-même que vous citiez qui le dit, ouais. dans son documentaire Pornocratie, qui montrait les coulisses de cette ubérisation de l'industrie du X, conduisent à une surenchère des violences, des scènes toujours plus violentes et avilissantes pour les femmes, avec des pratiques sexuelles qui... n'apporte pas grand-chose. Vous le disiez, il faut les enfants, enfin une des raisons du trauma très puissant, de ce viol psychique dont vous parliez, c'est qu'ils n'ont pas été initiés, on leur a pas appris à décrypter ces images. Alors comment on apprend aussi, alors pas pour les tout petits pour le coup, mais là je pense aux adolescents ou aux grands adolescents, comment on leur apprend à décoder ces images? Si vous voulez, justement, on nous fait souvent le reproche dans le combat que nous menons de dire mais vous êtes des naïfs, tous les ados du monde, on pourra trouver tous les dispositifs techniques, continueront. Ils iront, ouais. À y aller. Oui, bien sûr, et c'est une certitude. Et à la rigueur, c'est au cœur du processus adolescent. Là, ce qui est problématique, c'est que depuis que YouPorn existe, depuis 2006, il n'y avait plus cette ligne jaune marquée par la société qui marquait un interdit, puisque ça fait depuis 2006 que tout le monde s'en fout, en gros. Si je caricature un peu, je me lâche aussi. Et donc, là, aujourd'hui, l'enjeu... c'est de recréer l'interdit. C'est de recréer à la fois un interdit, mais aussi de déconstruire les images. Et là, on en vient à la nécessaire éducation sexuelle qui est quand même... largement déficiente. On va continuer à dire la vérité. Voire même inexistante. Voire même inexistante. On va en parler juste après l'Anti-Sèche, si vous voulez bien. Invité du Grand Oral, Thomas Romer, directeur et fondateur de l'Open, c'est l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. On se retrouve après l'Anti-Sèche, Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-Sèche aujourd'hui, nous sommes le 21 février et c'est un 21 février en 1965 que fut assassiné Malcolm X, personnalité aussi importante que controversée, connue pour son combat pour l'égalité des droits de la communauté afro-américaine aux États-Unis. Oui, on étudie cette partie de l'histoire américaine dès la cinquième, notamment en cours d'anglais. Mais Malcolm X est moins étudié que Martin Luther King, autre figure importante de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Les deux hommes sont opposés sur la manière avec laquelle il faut lutter. Toute sa vie, Martin Luther King milite pour la non-violence, alors que pour Malcolm X, la violence était nécessaire, souvent, pour pouvoir faire entendre sa voix. D'où les controverses. Son destin bascule très tôt à Malcolm X, avec une enfance extrêmement perturbée par la mort de son père. Tout à fait. On est en 1931, Malcolm X a 6 ans et son père meurt, fauché par un tramway. Il a toujours pensé que c'était un coup monté et que son père avait été assassiné par des proches du Ku Klux Klan. Son père était un leader nationaliste noir qui refusait l'intégration à la société américaine. Et Malcolm X grandit déjà avec des visions politiques très marquées à ce sujet. Donc son père meurt et sa mère ne s'en remet jamais. Elle tombe en dépression. Elle est internée et Malcolm X, avec ses frères et ses sœurs, sont obligés d'être placés en foyer. Il fait néanmoins des études, alors je dis néanmoins parce que souvent ce ne sont pas des conditions évidentes, mais il fait des études absolument brillantes. Il devient avocat, abandonne néanmoins l'avocature, se met à faire des petits jobs et tombe dans la délinquance. Oui, il a 21 ans lorsqu'il est arrêté et condamné à 10 ans de prison après un vol. Et c'est là que tout va se passer. En prison, il se cultive, il lit frénétiquement et il se met à s'intéresser à un mouvement nationaliste noir religieux, Nation of Islam. À l'époque, c'est une toute petite organisation qui compte quelques centaines de membres à peine, mais dont les idées sont assez radicales. On voit que les injustices de la ségrégation sont loin d'être oubliées. Malcolm X y adhère, on est alors dans les années 1950. Et je crois que c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il devient X, qu'il rajoute le X à son nom de Malcolm. Tout à fait, c'est une manière de rejeter son nom d'esclave. Parce que pendant l'esclavage, les esclaves étaient obligés de porter le nom de leur maître comme un reniement de leur identité propre. Donc, en prenant le nom de famille X, comme l'inconnu en mathématiques, c'était une manière pour lui de rejeter son nom d'esclave. Donc, il finit ensuite par sortir de prison. Il est Malcolm X et il devient rapidement un leader à la Nation of Islam. Dont la croissance est absolument exponentielle, puisque quelques centaines de membres au départ quand il y entre, et je crois plus de 30 000, en 1963. Plus encore après, oui. Et les méthodes utilisées par l'organisation sont toujours radicales et violentes, de même que leurs idées, avec la croyance que les Blancs font partie d'une race inférieure. On retrouve aussi les idées que Malcolm X entendait lorsqu'il était tout petit avec son père, cette idée qu'il fallait créer un État noir au sein même des États-Unis.
Les idées de l'organisation Malcolm X y adhèrent, mais les méthodes commencent quand même à lui poser problème à un moment et il finit par se détacher. Oui, il était notamment en désaccord avec le chef de Nation of Islam, Elijah Muhammad, dont il trouvait les idées extrémistes. La pensée de Malcolm X, en fait, elle se rapprochait de celle de Martin Luther King sur le fond. C'est-à-dire qu'ils avaient le même objectif en termes de droits civiques, même si les méthodes différaient encore une fois, alors que pour le chef de Nation of Islam, les Noirs ne devaient pas du tout se mêler aux Blancs. Donc Malcolm X, il décide de créer son propre mouvement, de Muslim Mosque. Il fait le pèlerinage à la Mecque et il se convertit à l'islam sunnite. Mais à son tour, il est considéré comme un traître par son ancienne organisation qui prépare son assassinat. Oui. Et il est finalement assassiné le 21 février 1965 alors qu'il prononce un discours. Mais encore aujourd'hui, les circonstances de sa mort restent floues, avec très certainement une implication du FBI. Voilà, il avait 39 ans. Et malgré cette personnalité très controversée, Malcolm X l'a inspiré et il inspire encore aujourd'hui des mouvements comme Black Lives Matter. C'était un grand orateur qui avait une aura immense auprès des populations noires, notamment dans les ghettos du nord des États-Unis. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir son histoire, il y a le film de Spike Lee en 1992 qui est sorti, qui raconte très bien cette histoire. Merci beaucoup, Emma, pour cette anti-sèche et cette révision. Grand oral. On a des lois, mais elles ne suffisent pas. Je cite un entretien récent de Thomas Romer, directeur et fondateur de l'Open, dans Le Parisien. Alors, qu'en est-il des progrès qui ont été annoncés la semaine dernière? On va entre autres parler de ça. Donc, un système de vérification de l'âge qui va être beaucoup plus... Enfin, qui n'existe pas aujourd'hui. C'est un simple déclaratif aujourd'hui. C'est est-ce que vous avez plus de 18 ans? Oui, j'ai plus de 18 ans et on s'en fout. Enfin, on s'en fout. On ne vérifie pas, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, ne serait-ce que pour la raison que vous nous donniez juste avant l'anti-sèche, à savoir ça remarque un interdit? Oui, bien sûr, on salue cette initiative. Maintenant, on a hâte qu'elle soit en place parce que quand on lit entre les lignes, on nous parle d'une expérimentation au mois de mars et puis d'un déploiement fin d'année, début d'année prochaine. On oublie qu'entre les deux, tout ça va devoir être validé par pas mal d'institutions, dont l'Europe, et que ça prend du temps. Donc nous, on aimerait, depuis le temps que ce débat est sur la place publique, que les choses avancent un petit peu plus rapidement, même si évidemment on ne peut que soutenir cette initiative qu'on appelle de nos voeux depuis longtemps. Et puis on ne voudrait pas que, en fin de compte, on opère une hiérarchisation entre protection des données, qui est un enjeu majeur et important sur Internet, bien sûr, mais protection de l'enfance... Ça ne l'est pas moins. Oui, nous, en tout cas, on a choisi notre priorité. Vous pensez que c'était un peu plus important. Quand vous insistez sur l'application de la loi, c'est pas pour rien. C'est parce que théoriquement, ces lois, elles existent. Les moins de 18 ans n'ont pas le droit d'accéder à ces sites Internet. C'est la loi. L'éducation à la sexualité, on le citait il y a quelques instants, pareil, c'est prévu depuis 2001 dans les textes. Pourtant, il y a à peine 20% des établissements, collèges et lycées, qui la mettent en place. Donc, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est qu'on prenne le sujet au sérieux? C'est aussi une volonté de faire... Enfin, aujourd'hui, les débats tournent beaucoup autour de la protection des données. Nous, on se prend pas mal de torrents de boue sur les réseaux sociaux en nous disant « mais vous êtes des naïfs, de toute façon, c'est aux parents de faire le boulot ». Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, la loi, elle existe. Le code pénal, c'est pas nous qui l'avons écrit. Il existe depuis cet article 227-24 du code pénal, il existe depuis très longtemps. On a juste contribué modestement à... C'est l'article qui dit qu'il est interdit de donner accès aux enfants. Contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que j'aime bien faire attention à ça. Oui, mais vous avez raison, reprenez-moi. L'idée, c'est pas de dire que c'est interdit pour les enfants d'y aller. Ouais. C'est bien les adultes qui sont responsables des enfants. Mais vous avez tout à fait raison, c'est très important. Si jamais les enfants y vont. Et c'est pas la même chose, parce que nous, on se bat aussi pour... Non, il y a un devoir de vigilance. Oui, puis on n'abandonne pas les enfants... aux ados, les turpitudes des adultes. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la cohérence éducative. Non, mais vous avez absolument raison. Les établissements scolaires, pourquoi c'est si compliqué? C'est si compliqué parce qu'il y a un manque de moyens de formation, je pense, que c'est un sujet qui est compliqué, qui nécessite en effet d'envoyer des gens qui soient compétents, formés. Aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est que ce sont essentiellement des sujets qui sont portés par exemple, les infirmières scolaires, qui portent ça à bout de bras. Qui ne sont pas assez nombreuses. Qui ne sont pas souvent très soutenues dans cette démarche par leur hiérarchie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en ce moment aussi, on n'a pas envie de faire de vagues dans l'éducation nationale, on a peur des réactions des parents, et à juste titre, parce que les parents sont aussi souvent au cœur de pas mal de contradictions à ce niveau-là. Ils ne le font pas, ils ne parlent pas de ces sujets-là avec leurs enfants. Mais ils n'aiment pas que d'autres le fassent à leur place. Donc on est au cœur là d'une énorme contradiction institutionnelle et éducative. Ça fait quand même un peu 20 ans.
Oui. Qu'on aurait peut-être eu le temps de la dénouer. Oui, et puis c'est surtout qu'aussi, par rapport à ça, on a eu tendance à aborder ces sujets uniquement, l'éducation sexuelle en France, elle est abordée uniquement à travers des enjeux d'hygiène et de santé, comment éviter d'avoir des bébés, comment éviter d'avoir des maladies sexuellement transmissibles. Quand parlons-nous de plaisir, du rapport au corps, de son rapport, du rapport au corps des autres, et puis aussi de consentement. Et ça, nous, on prétend qu'on peut le faire, et on n'est pas les seuls. Absolument. Dès 3 ans et sans forcément parler de sexualité. Et que c'est un sujet tout à fait global. Vous d'ailleurs, comment vous vous êtes passionné pour ce sujet au point d'avoir l'idée de créer cette association ? Alors, l'association traite pas uniquement de ce sujet. On va en parler justement du numérique en général. Disons que c'était, pour rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre, c'était Laurence Rossignol à l'époque qui m'avait confié une mission. Quand elle était ministre de la Santé. Et puis après ça, on en a de la famille. De la famille, pardon. L'enfance. Autant pour moi, c'était Marisol Touraine qui était à l'association. Exactement. Et donc, à la suite de ça, on a travaillé avec Adrien Taquet, parce qu'il y a un changement de gouvernement, qui s'est beaucoup mobilisé aussi sur le sujet. Donc on est un peu tombé dedans par hasard, c'est-à-dire qu'à un moment on constatait sur le terrain, on voyait bien qu'il y avait des choses qui étaient plus tenables, et c'est vrai que quand on se questionne en tant que citoyen, qu'on voit les mouvements qui traversent notre société autour de la place des femmes et des hommes, c'est aussi important de les prendre dans leur globalité. Ce sera donc fin mars, un système de vérification de l'âge des internautes sera testé, système pour protéger les mineurs. On va continuer à parler de cette actualité et plus généralement de l'éducation au numérique avec Thomas Romer. Ce sera après la récré. Emma Guessel. La récré, Emma Guessel. Emma, rebonjour. Rebonjour Emmanuel. Vous nous parlez de la belle initiative d'une classe de Cognac. Nous sommes en Charente. Tout à fait. Alors les élèves de toute l'école, figurez-vous, collectent dans cette école à Cognac tous les vieux stylos en plastique qu'ils ont à l'école, à la maison. Sauf les 4 couleurs, parce qu'on a appris avec Amélie Paris récemment que c'était une denrée rare et précieuse. Voilà, donc faut pas... les 4 couleurs, moi aussi j'utilise les 4 couleurs. Ouais. Donc ces stylos, il les dépose dans une boîte. Alors il y a de tout, il y a des stylos, des feutres, etc. Et c'est à l'initiative d'une institutrice qui a décidé de les sensibiliser à la pollution par le plastique. D'accord, mais donc une fois qu'ils les ont récupérés, ils en font quoi ? C'est l'entreprise TerraCycle qui les récupère, qui les envoie ensuite dans une usine, qui les transforme en petites billes de plastique. Et avec ces petites billes de plastique, on nourrit les poissons. Non, on fabrique, non, certainement pas, heureusement. On fabrique des chaises et des tables, donc le tout en plastique recyclé. Donc. Et d'ailleurs, pour remercier les élèves de cette école de Cognac, il y a une table fabriquée à partir de ces petites billes de plastique qui leur a été offerte. Ça, c'était l'année dernière. Il y avait 90 kilos de stylos qui avaient été récoltés en un an. Quand même, ça fait beaucoup quand même. D'accord, Et cette année, beaucoup plus de classes ont accepté de jouer le jeu, donc on espère que ça va faire beaucoup plus en termes de kilos et que ça va permettre de fabriquer encore plus d'objets recyclés. Et voilà comment on peut chacun s'y mettre pour faire un petit geste. Génial. Pour la planète. Bon, promis, une fois qu'il est vide, je vous l'envoie à Cognac. Enfin, je vous l'envoie, non, ça va faire consommer de l'énergie inutile. On trouvera une solution de ce genre. On va trouver une solution. Génial, merci. Très belle initiative du côté de Cognac et très jolie récré, comme d'habitude. Merci Emma, grand oral. Entre naïveté quant à leur impact et panique morale, être parent, professionnel ou simple adulte en contact avec des enfants et des adolescents demeure compliqué. Où mettre le curseur ? Quel cadre ? À partir de quel âge ? Quels sont les risques et comment les accompagner ? Ce sont les questions auxquelles répond l'Open, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Thomas Romer en est le directeur et fondateur. Au-delà de la mission qui vous avait été confiée, vous, en fait, vous aviez commencé, si j'ai bien compris, à travailler sur ces problématiques il y a une quinzaine d'années en créant une opération de sensibilisation au sein des collèges et des lycées. Oui, autour de ce qu'on appelait communément les dangers d'Internet. C'est ça. On a souvent tendance à présenter aussi vis-à-vis des adolescents uniquement ce spectre des risques et des dangers. Et puis au sortir de cette expérience, je me suis rendu compte que vraisemblablement il y avait un trou dans la raquette et que ce trou dans la raquette, c'était le manque de cohérence de la communauté éducative avec un E majuscule. Où, en fin de compte, quand on observe les choses de près, on ne cesse de voir un rajeunissement, par exemple, de l'équipement du smartphone en France, en moyenne fin de CM1 selon nos études. Fin de CM1, pour le premier smartphone. Quand on questionne les adultes, c'est souvent à des fins de réassurance. Avant, c'était le cadeau d'entrée en 6e quand même. Voilà, là, ça baisse un petit peu. C'est le cadeau d'entrée en CM1. Voilà, et là, donc il n'y a même plus ce rituel de passage au collège. Et en fait, quand on questionne les adultes sur leurs critères de motivation, c'est souvent à des fins de réassurance. Je veux pouvoir joindre mon enfant. Savoir où il est, ce qu'il fait. Exactement. Et derrière, moi j'ai écrit des articles là-dessus. Le sujet du smartphone, je trouvais passionnant sociologiquement. Et je trouve que, par exemple, cette symbolique du smartphone, on passe souvent du cordon ombilical virtuel, un peu quand ils deviennent adolescents, à une forme de laisse numérique. C'est-à-dire que
au début, on maintient le lien et puis après, on les flique. Et ça, c'est quand même, je trouve, un petit peu regrettable en termes d'enjeux éducatifs. Oui, bien sûr. C'est là où les parents découvrent aussi que les smartphones se déchargent extrêmement vite, qu'ils sont toujours vides, qu'il n'y a plus de batterie, qu'on n'arrive pas à joindre. On passe dans un tunnel. On est des tunnels, il y a un nombre de tunnels complètement dingues qui ont été construits. Il y a quand même aussi l'attitude que les parents peuvent avoir sur Internet, et là on parle plus du tout, en tout cas on parle pas du porno, on parle en général, et le fait par exemple sur les réseaux sociaux de médiatiser la vie de ses enfants, ce qu'on appelle le sharenting, le partage de photos, d'images des enfants. Et ça présente enfin, c'est pas bien, en fait. Enfin, à partir d'un certain point. Je veux dire, moi, j'aime pas porter de jugement. Après ça, nous, on est aussi là pour un peu tirer la sonnette d'alarme quand on voit des comportements qui questionnent au niveau de la posture éducative. Et ce qu'on observe, c'est qu'en effet, c'est assez, quand on y réfléchit, bizarre d'aller dire à un ado dans des campagnes de prévention dans les établissements scolaires, réfléchis avant de publier, et de voir qu'en fait, parfois, ça a commencé avant même sa naissance, et que c'est ses parents qui en sont à l'origine. Donc, une fois encore... cohérence éducative, quelle est la place des adultes, comment accompagner les jeunes dans les espaces numériques. Et c'est un peu nous ce qu'on essaie de faire passer comme message en essayant de permettre aux parents, aux professionnels de faire un pas de côté, en essayant de reconsidérer leurs propres pratiques, mais aussi de jeter un regard peut-être moins critique sur les pratiques numériques des jeunes. Vous avez, alors sur ce que le numérique et les réseaux sociaux notamment ont pu renforcer, c'est tous les effets de préjugés qui sont renforcés en fait à travers les réseaux sociaux. Et vous avez créé alors je ne sais plus si c'est un jeu ou des fiches qui s'appelle Préjugix. Oui, alors ça c'était avec une association. Ouais. J'ai regardé, c'est très bien fait. Oui, en fait, le concept, c'est une association que je salue qui est située en Charente et qui développe ces petites boîtes de médicaments, qui est donc un Préjugix. C'est ça. C'est une boîte, 200 mg de Préjugix. Voilà, avec des petites fiches pédagogiques qui ont pour but de déconstruire ces préjugés. On a travaillé avec Ovidie justement sur les préjugés face au contenu pornographique. Et en effet, je pense que c'est ce type d'initiative aussi un peu novatrice qui permet un peu de faire bouger les lignes. En tout cas, c'est ce qu'on essaie modestement de faire. Voilà, et dans ces préjugés, il y a, et ça c'est vraiment totalement pour les enfants, les ados, s'ils n'acceptent pas de faire ce qu'ils veulent, ils vont me balancer sur les réseaux. Il y a, j'ai vu son profil, elle change tout le temps de copain, cette meuf ne se respecte pas. Enfin voilà, vous avez repris un tas de phrases en fait. De verbatim qu'on entend ici et là quand on va un peu sur le terrain dans les établissements scolaires en essayant d'apporter justement une déconstruction qui souvent fait défaut aujourd'hui, parce que la réalité que vivent pas mal de jeunes, quand il s'agit de parler de sexualité, c'est que la plupart des adultes partent en courant, et donc ça c'est quand même un peu dommage. On profite de votre présence pour terminer ce tour de piste de l'actualité parentalité et numérique. Vous défendez en ce moment un dossier autour des enfants influenceurs. Oui, en fait... on a travaillé avec Bruno Studer, le député, pour se dire qu'aujourd'hui, justement, face au constat qu'on faisait à l'instant ensemble, se dire pourquoi est-ce que le droit à l'image des enfants serait-il uniquement aliéné à l'autorité parentale à partir du moment où on assiste à certains dysfonctionnements au niveau de la gestion de ce droit à l'image par les parents. Et donc, en effet, on réfléchit avec le député sur un projet de loi qui viendrait modifier ce droit à l'image, et quand on estime que des parents dysfonctionnent, pouvoir éventuellement agir auprès d'autorités compétentes. Ouais, c'est le point essentiel sur lequel vous me repreniez un peu plus tôt dans l'émission, de dire c'est quand même les parents qui sont responsables. Et dans le nom de votre observatoire, c'est l'observatoire de la parentalité. Donc c'est vraiment quand même de leur dire faites votre boulot les adultes. Exactement. Bon, tous les adultes, donc les parents, les adultes en général, les enseignants, les professionnels et les politiques quand même. Et les politiques. Qui sont en train d'encadrer ou de ne pas encadrer. Thomas Romer, merci de nous avoir accompagnés. On est aujourd'hui jour on va dans les collèges, et on va notamment au collège Maurice Utrio, les années collège, Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec vous, qui êtes professeur documentaliste au collège Maurice Utrio à Paris, dans le 18e. On va parler d'ouvrages qui viennent du Japon, qui se lisent de droite à gauche, à l'inverse de la BD classique, et qui ont un pouvoir d'attraction tellement puissant que vos élèves, vous nous l'aviez dit, font la queue au CDI. Ça vous fait marrer? Oui, la file d'attente. Dès que de nouveaux tomes arrivent, ce sont les mangas. Oui, et le phénomène dépasse les mots du trio, parce que ça fait depuis 30 ans, les mangas sont publiés sur le sol français, et la France est le deuxième pays au monde où ils s'en vendent le plus après le Japon. Environ 40% des BD vendus en France sont des mangas, et le phénomène tend à s'accroître tous les ans. Alors en comparaison, Tintin, c'est 270 millions d'albums vendus dans le monde, et One Piece et son célèbre pirate Luffy, c'est 480 millions d'albums. Ah oui, quand même. Oui, spectaculaire. oui. Comment expliquez-vous cet engouement ?
Eh bien, sûrement parce que c'est une forme de lecture rapide, assez bon marché, puisqu'il faut compter entre 6 et 8 euros pour un tome. Et puis, il y a un effet de relecture. Alors, moi, je parle des adolescents, puisque c'est eux que j'observe. Hein, mais les mangas, ça plaît à tout le monde. Je parlais avec un libraire spécialisé il n'y a pas très longtemps, et il me disait, oh, mais les mangas, c'est de 7 à 77 ans. Mais en tout cas, les ados aiment les lire, les relire. Et puis, il y a un effet de série aussi, il y a un effet de suite, qui est très attendu et qui est apporté très vite, puisqu'il faut compter entre 2 et 3 mois pour avoir la suite. Alors, si je prends l'exemple de One Piece, le 103e tome est sorti fin 2020. Les fans attendent impatiemment le 104e qui devrait sortir fin 2020, fin 2022, je crois, non? Oui, pardon, fin 2022. Oui, le 104e tome devrait sortir en avril 2023. Il est évidemment très attendu par tous les fans. Alors, les personnages sont attachants, le héros est très bien écrit, il y a un univers qui est très complet. Et comme dans les shonen, il y a le côté amitié et bande de copains. Shonen, oui, qui est important. Chaque lecteur c'est une série dans une catégorie de manga, les shonen. C'est une catégorie de manga, exactement, qu'on dit parfois plus réservé, enfin pas réservé aux garçons, mais où il y a justement cette bande de copains. Donc chaque lecteur peut vraiment s'identifier. Il y a beaucoup de tomes, ça permet de décrire beaucoup de personnages, et donc chaque personne peut effectivement s'identifier à l'un d'eux. Et puis il y en a vraiment pour tous les goûts dans les mangas. Si on aime la science-fiction, on trouvera un manga. Si on aime les histoires romantiques, on trouvera le manga adapté. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et le manga a acquis quelques lettres de noblesse supplémentaires, puisque le célèbre festival de la bande dessinée d'Angoulême s'y est adapté. Il a dédié une place importante maintenant au manga. Oui. Pour chaque édition, maintenant, il y a le pavillon Manga City. C'est un pavillon de 2500 mètres carrés qui est dédié uniquement à l'univers du manga. Et on retrouve des stands d'éditeurs et de nombreuses rencontres, masterclass, performances et des expositions. Et à Paris, la Japan Expo, qui se tiendra d'ailleurs cette année du 13 au 16 juillet, est le 3e événement le plus visité après, à votre avis, Emmanuel ? Eh bien, le salon de l'agriculture sans doute, et puis ensuite, il doit y avoir bataille entre le salon de l'automobile et le salon de l'éducation, non, truc du genre. Salon de l'automobile. Et ouais, c'est ça. Et 3e, Japan Expo. Et ouais, salon de l'éducation ne doit pas être très très loin. Japan Expo, qui est le rendez-vous des amoureux du Japon et de sa culture. Mais chez vous, Amaury Futrio, me suis-je laissé dire, l'amour du manga ne s'arrête pas à la lecture. Ça, c'est aussi toute une façon d'être. Oui, ça s'impose vraiment. C'est une mode, les vêtements. Oui, les ados adorent, et la mode a bien compris que les ados. Il y a un truc, quoi, et qui s'y reconnaissent. Et oui, donc les grandes marques mettent régulièrement les personnages préférés des ados sur les suites, sur des t-shirts. Le monde du luxe a également succombé avec des campagnes de pub rappelant cet univers. Et les élèves du trio, moi, me le prouvent toutes les semaines, puisque je les vois régulièrement passer, que ce soit Maëva, Mélinda, Eliès, Paco, Fedi. Ils sont toujours très fiers de porter des suites, parfois des jeans, avec leurs personnages de manga préférés. Il y a quand même quelques personnages qui sortent du lot, quelques mangas. Alors, je vous avoue qu'entre Demon Slayer, l'Attaque des Titans, My Hero Academia, Dragon Ball, je suis un peu perdue. C'est extraordinaire. Oui. J'adore. Elle dit, je suis un peu perdue. Moi, ça fait longtemps que Mais quand même, dans le lot, j'ai l'impression que Naruto plaît beaucoup aux ados du trio. Et cette culture des mangas les amène à s'intéresser à la culture japonaise en général? Mais oui. Alors, à mon époque, sûrement à la vôtre aussi, Emmanuel, on rêvait d'aller aux États-Unis. Moi, je voulais aller à Los Angeles pour faire comme les personnages de ma série préférée Beverly Hills, ou à New York pour faire comme ceux de Friends. Et bien, eux veulent aller au Japon. C'est vraiment le pays qui les fait rêver. Vous m'avez rajeuni, ça fait plaisir. Mon Friends était déjà bien vieux. Je ne rêvais plus à cette époque-là. Chez les libraires, le pass culture qui a été mis en place en janvier 2022, c'est un dernier indice d'ailleurs, est devenu le pass manga pour un certain nombre de jeunes, parce qu'il a complètement dopé les ventes. Mais enfin, il paraît quand même que Mortel Adèle et Titeuf se glissent parmi dans le top 10 des ventes. On les avait accueillis, leurs auteurs, ici. Bon, il faut qu'on ait des auteurs de manga maintenant. Quand même, hein. Génial. Amélie, merci beaucoup pour ce point. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec assistée par Dylan Colère pour la préparation de l'émission, Saïd Mamou pour le son, Raphaël Morel pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.